Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices et bienvenue à la face cachée de l'uniforme, le balado qui vous dévoile l'univers fascinant des sciences infirmières. Nous découvrirons la profession sous toutes ses coutures car, bien que tous les infirmiers et infirmières endossent l'uniforme, tous et toutes ne font pas la même chose. Sans plus tarder, je vous présente nos invités aujourd'hui, Laurence Godbout, future infirmière clinicienne, ainsi que Dimitri Letourneau, professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Vous allez bien? Oui, Oui, toi. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui parce que notre thématique de cet épisode-là va toucher aux sciences infirmières dans un contexte de chirurgie. Que ce soit nous ou quelqu'un de notre entourage, fort et à parier qu'on connaît quelqu'un qui a une chirurgie, c'est angoissant, c'est stressant pour la plupart des gens. On en garde un souvenir souvent flou et parfois même, on oublie les actes que l'infirmière a posés qui vont bien au-delà que simplement prendre la pression. Mm-hmm. Donc, pour démystifier le rôle de l'infirmière et de l'infirmier dans ce contexte-là, je vais vous demander dans un premier temps, qu'est-ce que fait l'infirmière ou l'infirmier avant et après une chirurgie et surtout pourquoi? Est-ce que tu veux commencer? Oui, je veux commencer. Je vais y aller. Tu sais, je fais de mon mieux. Là. Je suis regardée par mon professeur. C'est pas une évaluation. Dans le fond, avant la chirurgie, de ce que je connais, tu sais, l'infirmière va devoir faire tout en son possible pour préparer le patient le mieux possible. S'assurer qu'il y a eu toutes les informations pour le consentement, donc qu'il soit au courant, c'est quoi la chirurgie, est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qui va se passer après, sa famille aussi, tu sais, ça va des fois demander des longues réhabilitations, fait qu'il faut être au courant de ça, puis le préparer aussi physiquement. Okay. Fait que s'assurer que son état il est stable avec les signes vitaux, est-ce que il y a des médicaments comme des antibiotiques qu'il doit prendre en prévention avant, est-ce que on doit y installer un cathéter intraveineux? Est-ce que on doit lui installer d'autres appareillages nécessaires? Est-ce qu'il est à jeun? Parce qu'on veut pas qu'il se passe des effets indésirables pendant la chirurgie. J'imagine. Ouais. Fait que ça, c'est comme vraiment le avant. Je sais pas si tu veux rajouter des choses tout de suite. Ben, c'était une excellente réponse. Je dirais par expérience, ça dépend. Tu sais, la plupart des gens, c'est leur première chirurgie. Il y a des gens parfois qui en ont eu malheureusement plus qu'une. Je trouve que les premiers moments qu'un patient arrive à l'hôpital pour une chirurgie, comme ça a été dit, c'est un moment qui est stressant. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'inconnus, d'incertitudes, non seulement parce qu'il va y avoir une intervention chirurgicale, donc on va couper quelque chose quelque part probablement, mais c'est aussi, c'est ça, la peur de l'inconnu. Fait qu'il y a beaucoup de réassurance qui se fait en période préopératoire, mais aussi d'expliquer qu'est-ce qui va arriver en post-opératoire, à quoi qu'on peut s'attendre. Et là, on a parlé de cathéter intraveineux, mais des fois, il y a toutes sortes d'autres tubes un peu partout qu'on peut insérer, qui sont selon les chirurgies. Donc, on peut leur expliquer ça avant. Qu'est-ce qui, tu sais, la douleur, à quoi qu'on peut s'attendre, comment la soulager, l'importance de bouger, de se lever, parce que l'adage ou la croyance populaire qu'après une chirurgie, on reste couché pour se reposer, c'est révolu. Ouais. C'est, oui, non, c'est plus recommandé. Non. 95% du temps, non. Il y a beaucoup plus d'avantages à se mobiliser rapidement que de rester au lit. Mais la population générale qui en a pas déjà eu ou qui a pas déjà eu un membre de la famille opéré serait tentée à croire ça. Donc, avant de se faire réveiller par entre guillemets, la méchante infirmière qui réveille le patient pour aller se mobiliser le lendemain d'une chirurgie, quand on en parle avant que ça se passe, ça généralement une meilleure réceptivité. Disons ça comme ça en période post-opératoire. Autre chose, généralement, les gens viennent pas seuls à l'hôpital. En effet. Sont souvent accompagnés d'un proche, que ce soit conjointe, mère, père, frère, peu importe la personne qui est significative pour le patient. Et cette personne-là, généralement, elle aussi a des préoccupations. C'est pas toujours évident comme infirmière et infirmier parce qu'on est concentré sur le patient. Il y a certaines évaluations physiques qu'il faut réaliser. On parle de pression tantôt. Bon, évaluer la peau pas loin du site opératoire pour avoir un comparatif avant-après, le poids, les allergies. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on fait, mais il y a aussi tout l'accompagnement de la famille ou des proches là-dedans. Faut en faire nos alliés. Faut en faire des alliés, oui, c'est ça. Puis, ils sont pas toujours des alliés
alliés, disons, de première intention. Des fois, il faut les mettre dans notre poche avec nous avec beaucoup d'accompagnement et d'usage de stratégies de communication, disons ça comme ça. Parce que est-ce que ça peut arriver que quelqu'un qui accompagne le patient en question décide de s'opposer à quelque chose ou pourrait complexifier? Oui, c'est pas impossible. Des fois, c'est par leur inquiétude qui prennent beaucoup de place. Ouais. Fait que c'est là qu'il y a vraiment un rôle relationnel presque. Oh mon Dieu, oui. Oui. Puis c'est peut-être pas le rôle qui est le plus mis en avant-plan, disons, dans la compréhension générale d'une infirmière, mais général dans la société, parce que ça, on va penser aux affaires physiques, là. Elle prend la pression, elle donne des médicaments, elle prend la température, mais mettons, là, je pense à des familles qui sont particulièrement stressées, puis j'entends mes collègues me dire « Ah, ça, c'est une famille difficile, entre guillemets. » Tu sais, les familles difficiles qui viennent au poste des infirmières, là, comme là, la machine, elle sonne, il se passe ci, il se passe ça. Mon Dieu, tu sais, il arrête-tu? Mais ça part d'où, ça? C'est pourquoi qu'ils viennent nous voir si souvent? Mais c'est parce qu'ils ont une grosse boule d'anxiété, puis qu'ils sont préoccupés parce qu'ils aiment beaucoup la personne qui est dans le lit. Ils tiennent beaucoup. En effet. Et là, moi, c'est toujours ce raisonnement-là que j'essaie de garder quand j'accompagne des familles dites, entre guillemets, difficiles. Je dis, bon, ça part d'une bonne place, ils aiment beaucoup la personne. Mais je sais que ça peut être prenant, disons, pour quand on vient dans le train, dans notre routine, puis qu'on a plusieurs patients s'occupent en même temps, puis qu'il y en a qui va pas bien. C'est peut-être pas la chose que... à première vue, mes collègues infirmières vont sauter sur l'occasion en premier, vont gérer d'autres urgences en premier. Mais non, c'est sûr que des fois, la famille, le stress qu'ils ont peut avoir un effet ricochet sur le stress du patient. Puis comme infirmière ou comme infirmier, on a cette capacité-là de rendre la situation un petit peu plus harmonieuse selon l'accompagnement qu'on va offrir autant au patient qu'à sa famille. OK. Donc, quand quelqu'un sort de la salle de chirurgie, tu as brièvement mentionné, il faut regarder la peau au site, à l'endroit où ça a été coupé. J'ai pas les mots scientifiques, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres affaires qu'il faut vraiment... regarder? Oh mon Dieu, il y en a tellement. On fera un petit survol. Petit survol. La douleur, comme tu as mentionné tantôt, parce que ça, au fur et à mesure que l'anesthésie s'en va, la douleur, elle se réveille, elle revient. Fait que ça peut changer pour le patient, le type de douleur. Fait que nous, faut le réévaluer souvent. Puis, tu sais, il y a plusieurs méthodes de soulagement de la douleur. On peut y aller avec des médicaments qu'on connaît, c'est sûr. Puis avec du non pharmacologique, tu sais, chaud, froid, le positionnement et la distraction, là, ça fonctionne beaucoup avec les enfants aussi, là. Puis mettons, tu sais, dans le pharmacologique, souvent les gens, quand c'est leur première chirurgie, après la chirurgie, ils donnent souvent des opioïdes, mais il faut que nous, c'est encore à nous de déconstruire cette peur-là. Je veux pas devenir accro, mais en même temps, faut qu'on vous soulage. On veut pas que vous soyez inconfortable. Fait que c'est ça, c'est de l'enseignement à faire à la famille, aux patients, comment aussi lui doit évaluer sa douleur, qui doit nous avertir. Là, nous, on veut qu'il reste confortable. Fait qu'on doit être en communication tout le temps. Fait que je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. Le soulagement de la douleur, c'est quelque chose qui est très du rôle infirmier. Puis je mise beaucoup là-dessus, justement, dans le cours de chirurgie avec les étudiantes et les étudiants. Puis oui, on parlait d'opioïdes, entre guillemets, tantôt. Ça, c'est tous les médicaments dans la société, les morphines et compagnie. Là. Fentanyl. Des noms qui peuvent faire peur. Oui, qui ont une connotation très négative. Qui ont une connotation très négative, c'est sûr. Et il y a effectivement des patients là, qui ont une certaine crainte. Puis je pense que la crainte est légitime avec tout ce qu'on entend dans la société. Sauf que je leur dis souvent, sauf que ce que vous entendez là, dans la société, c'est pas des gens qui ont l'abdomen ouvert comme vous, là, qui ont consommé des substances comme ça. Là. C'est des gens qui, comme peut-être, j'allais dire vous et moi, mais comme des gens qui n'ont pas été opérés, qui n'ont pas de douleur, ou qui ont une autre forme de douleur, disons, qu'ils veulent se soulager avec. Parce que par pure curiosité, est-ce qu'il existerait d'autres moyens pour soulager la douleur dans des cas comme ça, j'ai l'abdomen ouvert et... Généralement, on essaie d'utiliser toujours des médicaments là que je vais appeler... comment je pourrais appeler ça? Je vais le dire le nom, le Tylenol et Advil. Des médicaments qu'on a en vente libre à la pharmacie. On les utilise même en cas de chirurgie pour, justement, vu que leur manière d'agir dans le corps n'est pas pareille que toute la morphine, fentanyl et compagnie,
quand on donne Tylenol et Advil ou d'autres médicaments de la même classe, ça fait en sorte qu'on a moins besoin de donner de morphine. La quantité est plus faible. Et le contrôle de la douleur, généralement, les études le montrent, il est mieux contrôlé. OK. Et ces médicaments-là, Advil et Tylenol, ont beaucoup moins d'effets indésirables, d'effets secondaires là, que toute la classe de morphine et compagnie. Donc, on peut faire ça. Généralement, ça dépend du type de chirurgie. Tylenol, Advil, ça soulage. On utilise ça pour des maux de tête généralement ou des douleurs musculaires à la maison. Mais là, quand on a des structures anatomiques qui sont coupées ou qu'on a la peau qui a des agrafes ou des sutures, des fois, c'est pas assez. Ouais, on parle d'autres choses. C'est un autre niveau de douleur. Puis je trouve que Laurence a parlé de d'autres méthodes non pharmaco que super qu'on utilise, tu sais, le positionnement, l'utilisation du chaud, du froid selon le type de douleur, si c'est causé parce que c'est enflé ou si c'est causé par autre chose. La distraction, on l'utilise aussi, l'imagerie mentale, le fait de faire des respirations contrôlées, puis de se changer l'esprit, d'aller dans un happy place, comme on dit en anglais, là, excusez mon anglicisme. Écouter son Netflix. Oui, c'est ça, ça aide parce que le cerveau, il est déjoué, il est moins concentré sur sa douleur, puis c'est ça, s'il n'y a pas de cerveau, il y a presque pas de prise de conscience de la douleur. Donc, si on l'occupe, c'est un peu comme quand on se cogne, puis on se gratte, on se frotte, là, où c'est que ça fait mal, mais on envoie un signal positif au cerveau, le fait de se faire flatter. Puis là, c'est pour ça que ça fait moins mal. C'est parce que le cerveau, il reçoit deux signaux en même temps. Il est comme, ben là, j'ai mal parce que tu viens de me cogner, mais là, tu me fais du bien en même temps parce que tu me flattes. Fait que ça fait comme moins mal, entre guillemets. C'est le même principe. Je savais pas qu'il y avait un fondement scientifique. Oui, il y a un fondement scientifique à ça. Intéressant, on apprend tous les jours. Oui, c'est ça. mais c'est vraiment intéressant. Donc, là, vous venez de parler de plein d'éléments là, qui pourraient avoir une douleur hors norme, qui a plusieurs paramètres. Qu'est-ce que l'infirmière fait si elle détecte que quelque chose est anormal, vu qu'elle est quand même très autonome là, dans cette... Premièrement, elle va aller recueillir d'autres données. Fait que, il y a quelque chose d'anormal, mais est-ce que tout le reste de mon patient, il est correct aussi ou il est aussi anormal? Fait que là, on va faire beaucoup d'évaluations, puis aussi, parce que là, on a une donnée anormale, mais peut-être que pour complémenter, puis un peu peut-être me diriger plus vers quelque chose de précis, ben j'ai besoin d'aller compléter mon évaluation. Fait que ça, c'est vraiment la première étape, je pense, là, absolument. selon moi. Je suis d'accord. De compléter notre évaluation, voir comment va le reste. Puis ensuite de ça, on peut se dresser un portrait complet de la personne pour peut-être mieux orienter après c'est quoi les interventions qu'on va entreprendre pour régler ce problème, cette anormalité. Puis c'est à ce moment-là aussi que on va communiquer, on va mettre en place un plan de traitement plus précis là. En général, là, je dirais, c'est quand même large, là, qu'est-ce que je dis, là. Mais je suis d'accord avec Laurence. C'est pas mal la... Tu sais, des fois, on fait des évaluations. Par exemple, je vous donne un exemple bien concret. J'ai un patient qui a eu une opération à la prostate. On a inséré un tube à l'intérieur de sa vessie. L'urine sort, puis il y a un peu de sang dedans. C'est rosé, rouge, mettons, la couleur. L'urine, généralement, c'est jaune, là, mais là, parce qu'on a opéré, ça saigne un petit peu, ça a une autre couleur. Et là, c'est moi l'infirmière ou l'infirmier, puis là, genre mon patient. Puis là, je trouve que c'est un petit peu plus rouge que d'habitude, son urine. Là, c'est comme une donnée anormale. Tu sais, on parle de données anormales. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je peux dire que généralement, premier trimestre, les étudiants, on va appeler le médecin. Ben là, j'ai appelé le médecin, il n'y a pas juste ça à faire à prendre sa padgette à chaque petite donnée anormale. On va, tu sais, comme Laurence a dit, on va préciser notre évaluation. Quel autre signe me donnerait qui confirmerait l'idée de peut-être un saignement actif ou une hémorragie? Là, il y en a toutes sortes, là, tu sais, est-ce que le patient, son cœur s'est mis à battre plus vite? C'est quoi son état général? Il est bien coloré? Il commence à être un petit peu pâlotte, blême, tu sais. Est-ce que son retour capillaire et le retour du sang au niveau de ses doigts, il est dans un délai normal? Est-ce qu'il est moins conscient qu'à l'habitude? Est-ce qu'il commence à respirer plus vite? Est-ce que sa pression descend plus basse qu'à l'habitude? Il y a d'autres éléments comme ça qu'on peut aller évaluer avant de prendre la décision d'aller chercher notre collègue médecin. Si on a des résultats de laboratoire, des prises de sang qui ont été faites le jour même, on peut faire une comparaison, par exemple, avec son hémoglobine. Là. Ça, c'est l'hémoglobine. Oui, l'hémoglobine. L'hémoglobine étant un élément dans le sang qui, quand on saigne, ça diminue.
Ah, OK. Son rôle, c'est comme de... nos globules rouges qui partent. OK. C'est ça. C'est un élément que dans les globules rouges. Donc, son rôle, c'est de transporter l'oxygène. Fait que quand elle chute très, très bas, généralement, les gens commencent à être un petit peu essoufflés. Il y a un petit problème, ouais. Puis on fait beaucoup de comparaisons. C'est ça, OK, la veille, c'était comment? Combien? Ça a-tu diminué? Puis y a-tu d'autres choses? Y a-tu quelque chose, un autre paramètre dans nos laboratoires qui a changé aussi? Là? Ça peut nous indiquer beaucoup d'informations. Okay. Ouais. Ben, c'est là qu'on voit que l'importance du jugement clinique est vraiment présent. Là. Il y a beaucoup de données que vous devez jouer avec. Il y a un portrait que vous devez regarder. Puis constamment en réévaluation. Là. On arrive, c'est la première fois qu'on voit notre patient, ben on fait une première réévaluation, puis après ça, c'est là-dessus qu'on va se baser pour comparer au fil que le temps avance. Là, lui, il va changer, le patient, c'est sûr. Fait que, puis on a juste notre surveillance. Si c'est un patient que ça devient plus rouge, ben là, je vais revenir plus aux 15 minutes ou aux 30 minutes. Là. OK. Fait que là, tu sais, là, je vais le watcher d'un petit peu plus près parce que justement, s'il commence à se détériorer ou montrer d'autres signes qui corroborent l'hypothèse que j'ai, ben là, je vais pouvoir agir de manière plus rapide que trop tard. Hein? Puis là, je vais dire, ben là, finalement, ça vaut peut-être la peine là, de faire des petites interventions, d'aller chercher mes collègues médecins pour qu'on fasse quelque chose d'autre. Là. OK, donc il y a vraiment une grande autonomie. Là. Le mythe qu'on voit de l'infirmière qui ne fait qu'appeler à l'aide est totalement faux. Là. Si je comprends bien, il y a des choses à faire avant. Là. C'est ça. C'est avant de faire ça, il y a puis il faut le faire des fois. Là. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas. Nos collègues, ils sont là pour une raison, puis il faut leur faire appel. On a une responsabilité d'aviser lorsque l'on juge que la situation le requiert puis que ça porte préjudice à la sécurité de la personne. Pas de problème là-dessus. Mais c'est pas tout le monde qui se rend jusque-là. Là. Puis, je vous dis, les autres professionnels de la santé, là, on parle beaucoup des médecins, mais ils ont aussi d'autres responsabilités là, dans l'hôpital ou ailleurs, dans les autres milieux de pratique. Là. On peut pas toujours se mettre à appeler à tout bout de champ pour chaque petite donnée anormale que l'on observe. Donc, il faut avoir je suis d'accord avec Laurence qu'elle a dit tantôt, il faut préciser notre évaluation, la compléter, puis quand on a fait une évaluation plus complète, plus approfondie, puis qu'on a toutes les données devant nous, là, on peut dire, ben là, avec tout ça, là, je suis assez préoccupé. Là, oui, je vais ou bien ajuster ma surveillance, ou bien je trouve que c'est trop grave, je vais aller voir mon collègue tout de suite. OK. Ouais, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire, en effet. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Oui, puis c'est pour faire ces décisions-là, là, choisir comment qu'on va s'ajuster ou quoi est-ce qu'on va aller évaluer. Les gens, ils pensent pas de manière naturelle, mais ça exige énormément de connaissances scientifiques. En effet. Puis c'est pas juste d'apprendre des choses par cœur, il faut être capable d'aller les chercher, ces connaissances-là, puis les mettre en action dans la pratique. Ouais, ça, c'est les contextuer à l'individu unique qu'on a devant nous. Parce que c'est jamais pareil. Non. Ouais. Non, pis ça, c'est un bon exemple. T'sais, on parle de la pression, là. Tout le monde comprend ça, la pression générale. T'sais. Bon, il y a des valeurs dans les livres de pression normale, mais on est tous des êtres humains différents. La normalité n'est pas identique pour chaque individu. Moi, une personne qui sa pression est généralement à, je vais dire n'importe quoi, 100 sur 80. Là, on va dire. Puis ça serait... c'est un peu... le premier chiffre est un petit peu plus bas que, disons, le chiffre normal qui est plus du 120 généralement, là. Quelqu'un qui passe de 100 à 90 me préoccupe moins que quelqu'un qui passe de 120, disons, à 80. L'écart est plus important. Ça, il y a des normes, il y a des paramètres qu'on connaît par cœur, mais il y a toujours la personne. C'est quoi sa norme à elle? Tu sais, là, je vais pas dire qu'avoir une pression à 60 sur 40, c'est normal, là. On mettra pas les extrêmes non plus, mais comme il y a des petites variations. Mais c'est ça. Faut l'adapter, le contextualiser à la personne qui est devant nous. Donc, je suis d'accord avec Laurence là-dessus. Il y a des normes, mais il y a aussi la personne qui a ses petites particularités. Puis ça, c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Non. Puis même si elle a eu la même chirurgie que la personne dans le lit à côté, c'est totalement différent. Ouais. Ça peut... T'sais, puis on parlait encore, la famille va jouer un rôle différent d'une personne à l'autre. Puis, c'est ça, le portrait physique aussi, ça peut varier. Même si on dit, ça serait une norme, mais... Pour une personne, ça pourrait ne pas être la norme. C'est ça. Ouais.
Puis je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit tantôt. Là. Je vais finir mon idée, si vous me permettez. Tout à fait. Je parlais de des connaissances scientifiques puis la compétence. Je pense aux gens là, qui nous écoutent. Là. Des gens peut-être qui sont aux études secondaires là, ou même au cégep puis qui disent je serai pas en sciences infirmières, là, c'est bien trop facile. Là. Faut juste écouter le médecin, tu donnes des pilules puis tu prends pression, c'est pas bien compliqué. Là. J'ai une ben trop grosse cotère pour ce programme-là. Je peux tellement dire, non, mais c'est vrai, c'est des choses que j'entends là, dans les gens qui rentrent dans le programme. Puis une des choses que les étudiantes puis les étudiants me disent année après année, c'est « Oh my God! » Bien plus difficile que je pensais que c'était être infirmière. Ça demande ça demande bien plus d'intelligence et de réflexion puis de raisonnement que qu'est-ce que je pensais que ça allait être. Je sais pas, toi, Laurence, si ça a été des choses que tu as entendues de tes collègues ou toi-même. Ouais, c'est des choses que j'ai entendues. Ça a été ta perception. C'est sûr, puis exactement, c'est pas pour rien qu'après, on a 17 activités réservées, c'est parce qu'on a appris dans notre parcours pour répondre à ça. Puis, faut les faire, ces apprentissages-là, là, pour ensuite être capable de avoir toutes ces responsabilités-là. Là. C'est quand même... faut passer par l'expérience puis par les apprentissages qui sont, en effet, pas faciles. Parce que, c'est ça, comme on disait, le rôle de l'infirmière, ça peut être tellement vaste. Fait qu'il faut qu'on soit capable d'être bon dans tout. Ouais. Puis être un peu capable de se débrouiller beaucoup. OK. Tu sais, oui, on a les connaissances, mais une fois arrivé, chaque cas est unique, puis il faut être capable de se débrouiller, aller chercher des ressources si on a besoin, consulter nos collègues qui ont des expériences différentes de nous pour vraiment compléter, puis s'assurer de répondre à nos problématiques qui nous arrivent au quotidien. Là. Puis c'est ça que ça prend, c'est difficile. Là. Acquérir ces compétences-là, ça peut sembler flou, les concepts au début de nos responsabilités, évaluer, mais oui, il y a des échelles, mais il faut aussi se fier à notre jugement, puis de l'apprendre, ça s'apprend, là, au fil du temps de le voir. Ouais. Ah, tout à fait. C'est fort instructif. Donc, merci d'avoir démystifié un peu pour nous qu'est-ce que les sciences infirmières dans un contexte de chirurgie. On voit que c'est beaucoup plus vaste qu'on ne l'aurait cru. Donc, je tenais quand même à vous remercier d'être venu jaser avec nous aujourd'hui. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager le balado. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye.